Les gars, Il n'a qu'à terminer, ensuite on lui pose des questions. non, non, ça dit les commentaires là. Moi, je n'aime pas qu'on bloque les commentaires. Mais si nous avons un géant dans RPT Unir qui va venir ici pour témoigner et que nous n'allons pas en profiter pour l'écouter, nous allons donc bloquer les commentaires, s'il vous plaît. Restez concentrés, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez les gens quand les gens parlent. Par rapport à la décision qu'il disait, moi j'ai fait si, j'avais fait remonter l'information. Pour ceux qui ne savent pas, le président de la Cour suprême à l'époque avait été sanctionné. Et la conséquence immédiate, c'est que Yadema a demandé qu'on libère dans l'immédiat le feu avocat Agboibo. Agboibo avait été libéré. Il n'avait pas eu à passer les 6 mois en détention. Vous comprenez? À l'époque, je n'avais que 20 et quelques ans. Aujourd'hui, je suis au-delà de la quarantaine. Donc, j'ai toujours la même ferveur. Quand il s'agit de dénoncer, je dénonce. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. C'est de ça qu'il est question. Je ne demande pas le soutien de quelqu'un, mais je dis qu'il y a trop d'injustice et quand il y a l'occasion, il faut dénoncer. On dénonce pour amener les gens qui se comportent de cette façon-là à changer. C'est l'objectif de mes dénonciations. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on t'écoute. Une seconde, monsieur. Je vais te demander quelque chose. Laissons-le terminer, s'il vous plaît. Non, je vais demander qu'on mette un... Les gars... Il n'a qu'à terminer, ensuite on lui pose des questions. Non, ça dit les commentaires là. Moi, je n'aime pas qu'on bloque les commentaires. Mais si nous avons un géant dans RPT Unir qui va venir ici pour témoigner et que nous n'allons pas en profiter pour l'écouter, nous allons donc bloquer les commentaires, s'il vous plaît. Restez concentrés, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez les gens quand les gens parlent. Vous prenez des mots. J'ai vu. C'est comme si on est en justice ici. Non. Le commentaire de Alexandre, est-ce que tu peux bloquer les commentaires, s'il te plaît? Moi, je n'aime pas qu'on bloque les commentaires, mais il faut bloquer les commentaires pour qu'on soit concentré sur ce qu'on est venu prendre aujourd'hui. Quelqu'un me demande en commentaire si moi j'ai tué. Je vous dis ceci, je vous dis que l'affaire a commencé depuis 2014. Les gens étaient prêts pour finir avec moi, pour me tuer. Et ils ont recruté des criminels pour venir me tuer à Atepamé quand j'étais à mon poste là-bas en tant qu'inspecteur des impôts, chargé des vérifications fiscales. C'est ce que je vous dis depuis 2014. Donc, les gens ont fomenté le coup avec l'intention qu'on vienne m'éliminer. C'est ce que je dis. Et quand on vient pour m'éliminer et que j'ai la possibilité de ne pas laisser ces gens-là, mais attendez, c'est ça qu'on appelle la légitime défense. Quand les gens viennent me demander si j'ai tué ou j'ai pas tué, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de faire véhiculer un message qui consiste à dire qu'en réalité, lorsque sur des sujets, vous ne vous entendez pas, ça ne vaut pas la peine de tenter d'ôter la vie d'un Togolais. C'est ce que je veux dire. C'est le message que je suis en train de véhiculer. On peut ne pas s'entendre sur beaucoup de points. Est-ce que ça vaut la peine qu'on puisse en vouloir à quelqu'un à vie, à mort? La réponse est non. La réponse est non. Tout simplement parce que on me reproche d'avoir bien fait mon travail, de lutter contre la corruption, de lutter contre la mauvaise gouvernance, de lutter contre la concussion, contre la corruption, contre le favoritisme, contre le clientélisme. C'est ça qu'on me reproche. En réalité, c'est ce que j'ai commis comme infraction. C'est ce que quand j'ai écouté le procureur, le tout premier procureur de la République au niveau du tribunal de Lomé, c'est qu'il dit que c'est parce que je suis bouillant, je suis insoumis, je ne veux pas qu'on me triche. En réalité, cela veut dire que c'est les infractions que j'aurais commises. Je n'ai pas commis une infraction de faux et usage de faux. J'ai expliqué dans ma note vocale de 33 minutes que le problème qui se pose, c'est quoi? Quand on veut déposer une plainte contre quelqu'un pour avoir commis une infraction, c'est qu'on dépose une preuve matérielle. La preuve matérielle, c'est la lettre du doyen du 11 novembre 2016. Je suis d'accord avec ça. Mais le problème qui se pose, c'est que dans cette correspondance officielle qui date du 11 novembre 2016, le doyen dit qu'il avait déjà envoyé une correspondance au directeur général de la gendarmerie togolaise qui date du 2 août 2016. Alors, depuis l'enquête préliminaire, en passant par l'instruction, le tribunal correctionnel, j'ai toujours exigé comme pro. Alors, vous me suivez?
Oui, on vous écoute, allez-y, on vous écoute. Allez-y. J'ai insisté, mes avocats et moi avons insisté qu'on nous produise cette pièce jointe-là, qui date du 2 août 2016, lorsque la gendarmerie nationale togolaise, en ce moment, n'avait pas encore saisi le doyen. Encore que le doyen n'est pas habilité à donner une telle réponse. La forme est la sœur jumelle de la liberté. C'est Irin qui a dit ça, c'est pas moi. La forme est la sœur jumelle de la liberté. Lorsque la forme est faussée, tout ce qu'on fait, c'est à l'eau, c'est nul. Donc, alors que moi, je connais déjà le contenu de la lettre là, de la lettre en question. C'est ce que mes avocats et moi avons exigé. Donc, vous comprenez qu'ils sont conscients qu'ils sont dans le faux. Ils n'ont jamais accepté produire cette pièce-là. Hein? Donc, c'est un collègue de la gendarmerie qui fait partie de l'équipe de la mission qui a eu le courage de m'appeler pour me dire, monsieur, la lettre qu'on brandit pour te poursuivre là, c'est une pièce négociée. Je fais partie. Il faut saisir le chef de l'État pour dénoncer cette mafia. C'est un gendarme de l'ex-SRI qui m'a appelé le 28 mai 2018 pour me dire ça. Voilà. Et je lui ai dit, je veux qu'il y ait un témoin. Est-ce qu'il a le courage de témoigner? Il m'a dit oui. J'ai appelé Monseigneur Nicodème Bariga. On est allé au niveau de la conférence des évêques du Togo à Hedjarawe avec le gendarme dans le bureau de feu Monseigneur Nicodème Bariga. Le monsieur a parlé. Il dit qu'il est prêt au moment venu à me produire cette pièce jointe en question qui date du 2 août 2016. C'est ce qui a été fait. Mes avocats ont réclamé en vain ce document et au niveau du tribunal, au lieu de m'écouter pour qu'on puisse respecter le principe du contradictoire, ils ont refusé de m'écouter. On dit que toutes les audiences ont été suspendues à cause du coronavirus. Nous avons été surpris un jour qu'on nous appelle pour nous dire qu'on m'a condamné avec sursis. Il n'y a pas eu contradiction. Mais je dis que ça là, c'est du gangstérisme, ce n'est pas un jugement, c'est du gangstérisme. La décision qui a été rendue, c'est une décision unique. Et c'est cette décision-là que j'ai attaquée en appel. Voilà. Au niveau de la cour d'appel, ils ont commencé par faire du dilatoire. Ils procèdent au renvoi intempestif. J'ai saisi le président de la Cour suprême pour dire, monsieur le président, vous êtes le président du Conseil supérieur de la magistrature. Interpellez vos conseillers de la Cour d'appel pour leur dire d'organiser un procès équitable dans un délai raisonnable. J'ai toutes les preuves pour mettre en difficulté ceux qui me poursuivent. J'ai des preuves pour mettre en difficulté la partie civile, qui est l'OTR et l'accusation, qui est le ministère public. J'ai envoyé un courrier qui date du 9 septembre 2021 au président de la Cour suprême. Il m'a reçu. Il m'a rassuré de faire en sorte que le procès puisse avoir lieu dans le délai raisonnable. C'est ce qui a été fait. Voilà, donc, mon procès a coïncidé avec le procès de Ferdinand Haïté dans l'affaire Petrol Gates. Et c'était à la même date, le 14 octobre 2021, qu'on a confirmé la décision du premier juge dans l'affaire ministère public contre l'ancien ministre Dimon Auré. Voilà, à la cour d'appel. Donc, tout ce que j'ai dit le jour-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que j'ai dit, je ne fais que réitérer ce que j'avais déjà dit. Je ne fais que réitérer ce que j'avais déjà dit à la barre le 14 octobre 2021 à la cour d'appel. Voilà. C'est parce que justement au Togo, les gens pensent qu'ils sont tout puissants. Ils ont le droit de vie et de mort sur des gens. Voilà. Donc la décision a été rendue. Au lieu de respecter ça, c'est leur droit. Mon adversaire, c'est son droit de dire je ne suis pas d'accord avec la décision, je la conteste. C'est normal. Mais le droit me donne obligation de signifier la décision qui a été rendue par la cour d'appel par voie d'huissier avant de permettre à la partie qui a succombé au procès de faire sa déclaration de pouvoir. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Comme ils se disent qu'ils sont puissants, ils ont modifié l'arrêt qui a été rendu par la cour d'appel au nom du peuple togolais. C'est ce qu'il faut dénoncer. C'est ce que je dénonce. L'arrêt qui a été rendu par la cour d'appel de Lomé a été modifié par le conseil de notaire. Je les ai pris en flagrant délit. J'ai la copie de la question. J'ai saisi le président de la Cour suprême pour dire
il faut mettre fin à cette forfaiture. Ce n'est pas normal que des juges puissent rendre une décision et qu'un kidam se permette de la modifier. On modifie une décision sur la base de laquelle on forme pourvoi. Au niveau de la Cour suprême, les conseillers là, ils vont se baser sur du faux pour dire le droit, ce qui n'est pas normal. C'est ce que j'ai dénoncé. Au lieu que le président fasse la lumière, il veut protéger plutôt les présumés faussaires. C'est ce que j'ai dénoncé. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai réussi à découvrir parce que j'ai eu une spécialisation à la matière. Mais ceux qui ne sont pas juristes, ceux qui ne sont pas agents de renseignement, ils ne vont rien savoir. Vous allez dire que vous avez recruté des avocats. Mais si les avocats ne sont pas vigilants, ils ne pourront pas découvrir ce que moi j'ai vu. C'est la raison pour laquelle je dis, en dénonçant, ça permet à ces magistrats vers eux là de savoir que ce qu'ils font, c'est su par au moins des citoyens. Ils vont changer. Ils seront obligés de changer, sinon on va continuer par les exposer. Moi, je suis le président de Juda, Jeunesse Unie pour un développement efficace. Je lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance, les mauvaises pratiques. Voilà. De tous les comportements qui sapent le vivre ensemble. Une fois que quelqu'un m'appelle pour me dire ça, moi je dénonce. Je n'ai peur de personne. Si je dois rendre compte, c'est mon Dieu. Si je dois rendre compte, c'est mon Dieu. Voilà. C'est ce que vous devez comprendre. Je n'ai peur de personne. Le diable ne me fait pas peur. Monsieur. Oui. Les gens Attendez. S'il vous plaît. Marc, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît. Moi, j'ai noté quelques questions très importantes que je vais lui poser d'abord. Ensuite, okay. Je vais passer la parole aux autres. D'accord? Et monsieur Yodo. Oui. La première question que je voudrais vous poser, parce qu'on a écouté vos audios aussi, comment vous pouvez nous dire comment Tchodié a corrompu Abdoulaye Yaya? Et je peux répondre à la question? Oui. Très bien. Merci de m'avoir donné la parole pour répondre à cette question. En réalité, l'audience, la procédure devant la Cour d'appel, devant la Cour suprême est essentiellement écrite. La procédure, c'est entre les conseillers de la Cour suprême et les conseils des prévenus, des partis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi qui suis concerné, je ne dois pas aller là-bas. Si je vais là-bas, c'est la bouche fermée pour écouter ce qui se passe. Donc, il y a eu échange des documents entre les deux parties. Ils ont organisé une audience le 20 juin 2024. Au cours de l'audience, j'y étais dans la salle. Le rapport a été lu. C'est le rapport là qu'on a publié. Mais ce n'est pas moi qui ai publié ça. Moi, j'ai envoyé le PDF de ce rapport-là au président de la Cour suprême pour lui dire j'ai déjà eu ce rapport. Puisque ce rapport a été falsifié. Ce rapport a été traficoté. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Il y a eu audience le 20 juin 2024 à la Cour suprême. Le rapport du conseiller Koda me donnait pleinement raison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le rapporteur, M. Koda, a demandé que l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel soit confirmé. Les réquisitions du ministère public près la Cour suprême, c'est-à-dire le parquet général près la Cour suprême, a pris des réquisitions allant dans le même sens que ce qu'a proposé le conseiller rapporteur Koda. Maintenant, ils ont mis l'affaire en principe conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi organique numéro 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Normalement, ils pouvaient vider le délibéré le même jour. Et quand on vide le même jour, on dit on a vidé sur le siège. Ils n'ont pas vidé le délibéré le même jour, c'est-à-dire le 20 juin. Ils ont mis l'affaire en délibéré pour être vidé le 18 juillet. Voilà. À la date du 18 juillet, il n'y a pas eu audience parce qu'il y a un juge qui est décédé et le corps judiciaire devait lui rendre ses derniers hommages. Donc ils ont reporté sur le 25 juillet.
Est-ce que vous me suivez? Alors, oui, ils ont reporté sur le 25 juillet. On suit bien, on note aussi. Très bien, ils ont reporté sur le 25 juillet. Maintenant, il y a eu délibération. Après l'audience, les 5 conseillers, sinon les 4 conseillers, plus le président de la chambre judiciaire, devaient se réunir pour dire définitivement si l'arrêt de la cour d'appel doit être confirmé ou infirmé. Ils se sont réunis le 10 juillet 2024. Et à cette occasion, l'arrêt de la cour d'appel a été confirmé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pourvoi formé par l'auteur a été définitivement rejeté. Le pourvoi formé par l'auteur a été définitivement rejeté. Voilà, donc le 25 juillet, le délibéré devait être vidé. Mais quel est le problème? Le problème qui se pose, c'est quoi? Le secrétaire particulier du président de la Cour suprême, un certain, il est greffier, maître Acholadi. Je vais le dénoncer publiquement. Quand je vais partager, il s'appelle maître Acholadi. Il est le secrétaire particulier du président de la Cour suprême. C'est lui qui a appelé Todien pour lui dire que l'auteur a perdu le procès définitivement. Donc, de faire un effort pour venir voir son patron. Son patron a la possibilité de changer la décision, de faire changer la décision. C'est ainsi que Todien a envoyé le message sur WhatsApp au président de la Cour suprême qui souhaiterait le rencontrer. Le président lui demande d'aller le 12 juillet à 11 h à son bureau pour le voir. Et il est allé. Moi, j'étais en camouflage. J'étais en tenue de camouflage. Je suis allé là-bas, c'est mon domaine. Je suis allé là-bas. Tous les mouvements que Todien a fait, j'ai vu. Tous les mouvements qu'il a fait, j'ai vu. Et quand il est rentré, il a raconté sa vie, il a dit tout. Il a supplié le président de la Cour suprême de passer par tous les moyens pour que ce soit l'auteur qui gagne. Sinon, si c'est moi qui gagne, il est foutu. Il est foutu devant le chef de l'État. Voilà. Il est allé le 12 juillet, la veille du début des voilà. J'ai envoyé le message au président Yaya de la Cour suprême pour lui dire que j'ai vu Todien aller le voir et que j'attends de voir la suite. Voilà. D'accord, merci. Encore une autre question. Non, c'est pas fini. Je vais continuer. C'est pas fini. Je vais continuer. Oui. C'est pas fini. Allez-y. Donc, il est allé le voir. Maintenant, il est allé le voir le 12 juillet. Le 12 juillet. Maintenant, la veille de l'audience, c'est-à-dire le 24 juillet, le président Yaya de la Cour suprême appelle le président de la chambre judiciaire qui doit prononcer la décision. Il lui demande d'aller proroger, qu'il a reçu des informations. Donc, il demande au président de la chambre judiciaire d'aller maîtriser ses collègues, ses 4 conseillers collègues, pour qu'il puisse proroger. C'est ce qui a été fait sur le 17 octobre. À la date du 7 octobre, en principe, le délibéré devait être vidé. À cette date encore, Yaya demande qu'on proroge. Et ça, c'est en violation flagrante de la loi. C'est en violation flagrante de la loi. C'est pourquoi je dénonce. Si c'était légal, j'allais me taire. Voilà. Le 17 octobre, ils ont prorogé sur le 21 novembre. Le 21 novembre, au lieu de rendre la décision, ils sont coincés. Yaya a demandé que le délibéré soit rabattu pour désignation signature d'un nouveau rapporteur. Cela veut dire quoi? Yaya a réussi, à l'audience du 21 novembre, à faire annuler la décision qui a été prise par une cour indépendante. Vous voyez ce qui se passe dans ce pays? Le président de la Cour suprême, aussi puissant soit-il, se permet de demander qu'on annule une décision qui a été prise par une cour indépendante, la chambre judiciaire de la Cour suprême. C'est dangereux. C'est un précédent dangereux. C'est un précédent dangereux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'une affaire est connue par la Cour suprême, la chambre judiciaire prend une décision qui n'arrange pas le bienfaiteur du président Yaya et il va demander que cette décision soit annulée. Le jour où cette décision va être rendue, c'est que c'est son bienfaiteur qui va gagner. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et c'est par rapport à ça que je ne suis pas d'accord. Donc, il a désigné un nouveau rapporteur qui est Bodena. Bodena n'a pas procédé à une mise à jour, à une mise en état. Il n'y a pas eu de nouvelles pièces qu'on a communiquées. Sur quelle base Bodena va maintenant produire un rapport qui donne raison à l'auteur? C'est ça le souci.
sur la base de quel élément nouveau le conseiller Bodjola prend un rapport qui va à l'encontre du rapport du premier rapporteur. C'est ça le problème. Ça veut dire que si on se tait, ça va se perpétuer, ça devient une jurisprudence et c'est dangereux. Et c'est la première fois dans les annales judiciaires du Togo. Et il faut dire non par rapport à ça. Et quand il s'agit de dire non, c'est que ce n'est pas moi seul, hein, ça concerne tout le peuple togolais. Et ça, les investisseurs vont s'abstenir, ils ne vont pas venir. Parce que la justice ne rassure pas. La justice ne rassure pas. Et c'est par le fait du président de la Cour suprême. Il faut dire non par rapport à ça. Et il est payé par le contribuable togolais. On ne peut pas le laisser continuer comme ça. C'est mauvais. C'est très mauvais. Quand quelqu'un va le voir avec des présents, si la personne n'a pas gagné, la décision ne va pas être rendue. Pour qu'elle soit rendue, il faudrait que ce soit son bienfaiteur qui gagne. C'est grave. Est-ce que ça, c'est la justice, ça? C'est la forfaiture. À l'état de nature, c'est de la forfaiture pure et dure. Il faut dire non. Mais c'est ce que je dis. Même si ce n'était pas moi, si c'était quelqu'un d'autre, et que j'ai eu connaissance de ce dossier, j'allais dénoncer. Voilà. Vous pouvez continuer avec vos questions, je vous écoute. Oui, d'accord. Deuxième question. Est-ce que dans cette affaire, est-ce que vous avez approché le ministre de la Justice? Je l'ai approché, je l'ai saisi le 9 septembre 2024 pour lui demander d'arrêter ce que Yaya est en train de faire à la Cour suprême. Mais j'ai compris qu'il est resté indifférent. Et quand il reste indifférent, c'est que naturellement, il est en train de cautionner les tares du président de la Cour suprême. Ça ne fait même pas encore une semaine. J'ai demandé à le rencontrer pour dire que ce n'est pas encore tard. Il peut se rattraper. Mais il a refusé de me recevoir. Il me demande de retourner la prochaine fois. La prochaine fois, c'est quand? Quand on sait que le délibéré va être vidé le 20 mars prochain. Est-ce que vous voyez? Il me demande de retourner la prochaine fois. La prochaine fois, c'est quand? À partir du moment où on sait très bien que le délibéré, c'est pour être vidé le 20 mars. Je suis allé le voir. Pourquoi il ne veut pas me recevoir dans l'immédiat? Donc, c'est pour vous dire que je l'ai saisi par courrier en date du 9 septembre 2024 pour dénoncer les dérives autoritaires de Yaya. Mais il n'a pas agi. C'est quand Yaya a réussi son coup à faire annuler la décision que le ministre était obligé de lui envoyer une demande d'explication sous 8 ans. Le président de la Cour suprême n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas considéré le ministre. Il n'a pas répondu. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, et qui a modifié la décision de la Cour d'appel avant le pouvoir? Le conseil de notaire. Le cabinet de Maître Tchalin Tchao. Voilà, est-ce que vous pouvez le nommer? Et vous avez des preuves de ça? Le cabinet de Maître Tchalin Tchao. D'accord, monsieur. D'accord. Ok. Maintenant. Attends, Ditri, attends une question encore. Je voudrais poser une dernière question. S'il vous plaît, une précision. Oui. Lorsque je le dis et je l'affirme, c'est que la décision qui a été régulièrement rendue par la Cour d'appel et dont j'ai obtenu l'expédition a été signifiée officiellement au Conseil de l'OTR par Espoir du ciel le 1er mars 2022. Dans la nuit du 1er mars 2022, j'ai voulu parcourir l'arrêt et j'ai constaté que, naturellement, la référence comporte, dans la référence, il y a une erreur matérielle. En réalité, l'erreur matérielle ne touche pas le fond de la décision. Même si je dois faire l'enregistrement de la minute pour obtenir la grosse, dans la perspective de faire une exécution forcée, l'erreur matérielle n'a rien à voir puisque, conformément aux dispositions de l'article 30 et 33 de l'acte uniforme de l'OADA sur les procédures de recouvrement simplifié de recouvrement et des voies d'exécution, les erreurs matérielles ne incidence
sur, sur les décisions. Voilà. Donc, la grosse m'a été délivrée. Je suis allé prendre la minute auprès du greffe de la cour d'appel. Je suis allé à l'OTR faire l'enregistrement en débit. On a calculé 5% sur les dommages d'intérêt. Donc, pratiquement, je dois verser 15 millions à l'OTR. On a fait l'enregistrement en débit pour le compte du ministère de la Justice. Voilà. Donc, le cabinet de Tchani Tchao était allé à la cour d'appel pour la déclaration de pouvoir. Moi, j'y étais pour demander si c'est possible que les erreurs matérielles soient corrigées. On m'a dit non. Le président de la cour d'appel a dit non. À partir du moment où la décision qui compose les erreurs matérielles a été déjà signifiée à la partie qui a succombé au procès, c'est-à-dire à l'OTR, ce n'est plus possible. Mais si on tient à ce que les erreurs matérielles soient corrigées, qu'on se réfère aux dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile. Alors, moi j'ai trouvé que c'est une perte de temps, donc je vais m'en aller. Mais pourquoi, après avoir de ces instructions-là, le cabinet de Tchani Tchao fait maintenant la déclaration de pouvoir sur la base d'un arrêt frauduleux? Sur la base d'un arrêt frauduleux, non seulement les erreurs matérielles ont été corrigées en violation de la loi, mais également le fond de la décision a été touché à la page 16. Je vous explique, la page 16, c'est important. La motivation des juges de la cour d'appel dit ceci. Lorsque M. Yodo, entre parenthèses, Noumakba Roger, est de retour du Bénin, il a cherché à rencontrer le chef de l'État dans le cadre du changement de nom et de recherche d'emploi. Puisque je vous ai dit que je ne comptais plus continuer avec la gendarmerie, donc il fallait trouver un emploi civil. Donc, j'ai demandé à rencontrer le chef de l'État dans le cadre du changement d'identité, du changement de nom et de recherche d'emploi. Maintenant, la décision que le cabinet Tchani Tchao utilise, la page 16 dit ceci. Lorsqu'il est de retour et il est allé rencontrer le chef d'État, il a demandé à rencontrer le chef d'État dans le cadre de la recherche d'emploi. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Je l'ai rencontré dans le cadre du changement de nom et de recherche d'emploi. Alors que l'arrêt que Tchani Tchao utilise pour faire sa déclaration de pouvoir dit que je suis allé voir le président Foya Singbe dans le cadre de la recherche d'emploi. Ce qui est faux. Deuxième élément, toujours à la page 16. Les juges disent ceci. Même si on admet que ces documents sont faux, ce qui n'est nullement évident, il est apparu que le C. Yodo n'en a pas fait usage sciemment. Ce qui n'est nullement évident a été supprimé. Donc, quand on dit, même si on admet que ces documents sont faux, il est apparu qu'il n'a pas fait usage sciemment, c'est contraire, c'est bien différent de lorsqu'on dit, même si on admet que ces documents sont faux, ce qui n'est nullement évident. C'est différent. Donc, Tchani Tchao a utilisé un arrêt frauduleux pour faire sa déclaration de pouvoir. Et c'est cet arrêt frauduleux qu'il a utilisé également pour préparer sa requête afin de pouvoir ces mémoires qu'il a déposées régulièrement. Et puis, quand il dépose, lorsqu'il dépose à la Cour suprême a l'obligation de nous les communiquer. Donc, nous avons tout quoi. J'ai tous les documents qui attestent que Tchani Tchao a reçu une décision correcte, mais il a laissé ça de côté pour utiliser une décision frauduleuse sur la base de laquelle il fait sa déclaration de pouvoir. Donc, naturellement, le pouvoir en la forme doit être déclaré irrecevable. C'est de ça qu'il est question. Mais on peut, les charlatans magistrats, les charlatans des temps modernes, qu'on appelle les magistrats là, ils veulent passer par tous les moyens pour déclarer le pouvoir recevable à la forme. C'est ce que je refuse. C'est ce que mon conseil et moi avons refusé. Et donc, on était obligé de les mettre en difficulté en faisant en sorte que mon conseil lise la lettre officielle, la lettre qui les met en difficulté à la barre. Le jeudi 20 février dernier. Voilà un peu. Voilà, merci. Et une question aussi, c'est que vous avez dit tout à l'heure que vous avez demandé une audience en 2005, que vous avez été reçu par le chef de l'État qui vous a renvoyé vers son directeur de cabinet, Bodona à l'époque. Cette fois-ci, la question, est-ce que vous avez de nouveau saisi le chef de l'État? Voilà, et que si oui, quelle était sa réaction concernant cette affaire actuellement? Et vous savez, on peut tout dire du chef de l'État togolais.
Je vous assure que c'est un monsieur qui est foncièrement humain. Qui prône la justice, l'équité, le droit. Je ne vais pas vous tromper, je l'ai rencontré. Et celui qui a intervient pour qu'on dise que c'est suite à son intervention qu'on m'a donné raison. Et moi, je savais très bien que même si j'avais formulé cette demande, le chef de l'État n'allait pas accepter. Voilà. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que je le connais, mais j'ai fait 8 mois en détention. J'ai fait 8 mois. On est venu pour me demander de rentrer chez moi. J'ai dit non. Il faut que la lumière soit faite. S'il faut passer par une commission rogatoire, qu'on le fasse. Et on sait très bien qui a raison, qui n'a pas raison. Et à ce moment-là, je peux rentrer chez moi. Vous pouvez demander. Et le juge d'instruction, à l'époque, un certain, j'oublie son nom là, c'est lui qui est actuellement le premier substitut du procureur de la République. Monsieur Adenka, voilà, monsieur Adenka. Il m'a appelé pour me demander de rentrer chez moi parce que ma détention n'est plus utile. Je lui ai dit non. Est-ce que toutes les formalités ont été accomplies pour situer clairement les responsabilités? Est-ce qu'il y a eu une commission rogatoire pour aller au Bénin, associer les gendarmes et les magistrats pour aller vérifier, pour voir si effectivement Yodo Simdié, qui est aussi Noumagba Roger, a fréquenté régulièrement là-bas, a obtenu ses diplômes, oui ou non? On m'a dit que tout a été fait. Mais par la suite, je me rends compte que c'est archi faux parce que sur la base de la lettre que j'ai lue dans ma note vocale, ça dit tout. La lettre là dit tout. La lettre du 2 août 2016 dit tout. Donc, ça ne valait même pas la peine qu'on fasse encore des enquêtes autour quoi. Vous me suivez? Oui, on te suit. Vas-y. Sinon, c'est ce que je dois réitérer. J'ai rencontré le chef de l'État, mais je lui ai dit, il faut qu'il fasse tout pour que les documents qui ont été saisis de manière irrégulière à mon domicile, que ce soit au moment où on était venu pour me tuer à Tepamé ou bien à Lomé. Donc que ces documents-là soient transmis à la justice togolaise pour qu'elle fasse son travail. C'est le vœu que j'ai émis à l'endroit du chef de l'État lorsqu'il m'a reçu le 6 mars 2019 autour de 19h. Il m'a dit que ce que je lui ai demandé, il a compris, il va le faire. Voilà. Effectivement, les documents ont été envoyés à la justice, sauf que le procureur Payodi à l'époque dit que les barons l'ont menacé et ils ont repris les documents. Jusqu'à ce jour, je réclame ces documents-là, on ne veut pas me les restituer. Beaucoup d'argent, j'avais au moins pratiquement 10 000 dollars, 5 000 euros, 17 millions de francs CFA dans ma malade. Quand on a pris ça jusqu'à ce jour, je réclame, mais personne n'est en de me donner ça. On dit qu'on a pris un PV complémentaire qui date du 17 février 2017 pour transmettre le reste de tous mes documents au parquet de Lomé. Mais le patron du parquet de Lomé dit que les barons l'ont menacé et il a dû, pour ne pas mourir, il a dû remettre les documents à ces gens-là. Mais il n'arrive pas à les nommer jusqu'à ce jour. D'accord. Et moi, une dernière question avant que je ne passe la parole aux collègues. Et entre toi et M. Tchodié, est-ce qu'il y a un différent personnel entre vous deux, puisque vous avez travaillé à l'hôtel et tout? Entre vous deux, s'il y a un problème personnel, un règlement de compte? Si oui, et ensuite, qui a envoyé des gens à vous assassiner? Qui a envoyé des gens pour vous assassiner et que ça fait que vous êtes en légitime défense et vous avez tué une personne? Voilà, éclairez-vous sur ce sujet-là. Voilà, là où vous avez chuté là, je vais commencer par là. Là où vous venez de chuter, je vais commencer par là. Et sur la base de la réponse, de la vérification de mon diplôme, que l'université d'Abomey Calavi, je dis bien que l'université d'Abomey Calavi a envoyé à l'OTR en 2014, j'ai été redéployé comme dans un premier temps comme agent senior. Mais puisque j'ai eu une spécialisation en enquête, en renseignement et en investigation,
Je suis de la catégorie A1. Je suis gestionnaire des projets. Je suis inspecteur des impôts, diplômé. Donc, j'ai voulu passer le concours de l'OTR en tant que directeur du bureau anticorruption. Il y a plusieurs barons qui m'ont appelé pour me dire si je suis prêt pour faire des concessions parce qu'on sait très bien que je suis intègre. Et que si je suis à ce poste-là, je vais empêcher les gens de voler et de manger. Est-ce que je suis prêt pour faire des concessions pour que lorsque je serai à ce poste-là, que je ne puisse pas être toujours rigoureux? J'ai dit non. En réalité, c'est le début du souci, quoi. Maintenant, entre-temps, j'ai été redéployé normalement comme tout à l'heure parce que j'étais encore en formation à l'ENA. J'étais en position de stage. Voilà, donc, et lorsque j'ai fini la formation, d'abord même j'ai insisté à déposer le dossier. C'est Chaudier qui m'appelle un jour avec un 90-08 et il me dit que je suis en formation à l'ENA. Si on me retient à ce poste-là, comment je vais faire pour gérer et le poste et la formation? J'ai dit non. Il y a des cas légion. Il y a des gens qui ont été recrutés, mais qui ont été envoyés à l'extérieur pour la formation, mais leurs postes sont assurés par des intérimaires. Quand j'ai dit ça au téléphone, j'ai constaté qu'il n'était pas tendre, il était très, très amer. En réalité, il ne me connaissait pas, mais apparemment, on lui a confié le dossier de gérer, quoi, de finir avec moi. Voilà, donc sinon, nous sommes tous cadres à l'époque de Unir Saute-Bois, parce que lui, il est de Tindiassé ou Tadjaripanga. Moi, je suis de la commune de Saute-Bois. Voilà, donc, c'est vrai qu'on se réunissait pour des réunions, mais je ne le connaissais pas comme ça. Donc, pour dire qu'il n'y a pas eu un antécédent entre lui et moi, mais il est plutôt en mission. Il a été missionné par des gens tapis dans l'ombre pour finir avec moi. Voilà. Maintenant, entre-temps, on me faisait aussi un reproche. Moi, j'aime, comme je suis un agent de renseignement, j'aime lire les journaux. Et c'est dans les journaux que parfois, je découvre des secrets. Et quand j'ai des secrets maintenant, je mène mes investigations pour voir si ce que les journaux ont écrit là, c'est vrai ou c'est faux. C'est faux. C'est à ce sens-là que je me suis abonné à plusieurs journaux de la place. Donc, en étant en formation, à la pause, naturellement, j'ai sorti mon iPhone pour lire les journaux qui sont, voilà, de la journée du jour. C'est ainsi que je suis tombé sur un article intitulé « Le commissaire des impôts Adui et le commissaire des services généraux Chaudier créent leur propre empire à l'OTR ». Quand je lisais l'article, j'ai constaté qu'il y a une collègue qui est arrivée, qui a lu et qui commente en disant « Mais connaissant Yodo, sachant très bien qu'il est intelligent, il est surdoué, et que quand il dit quelque chose, c'est ça, c'est sûr que ce qu'on a écrit là sur l'OTR, c'est lui. C'est lui qui aurait donné ça aux journaux. C'est lui qui aurait donné ça aux organes de presse d'écrire. » J'ai dit en même temps à cette collègue-là de faire attention. Et maintenant, puisque cette collègue-là voulait la promotion, elle est allée dire que c'est Yodo qui a donné des informations aux journalistes d'écrire. Sans vérifier, on suppose que c'est moi. On conclut que c'est moi. Donc, il fallait automatiquement m'éliminer. Maintenant, pour le faire, c'est quoi? Puisque j'avais mon chef de division à Atapamé. Ce dernier dit clairement que c'est grâce à Chaudier qu'il a été nommé là-bas. Et que tout ce que Chaudier va lui demander, il ne va pas refuser. C'est ainsi que Chaudier lui a dit que notre élément là, vraiment, comment on passe par tous les moyens pour finir avec lui et on n'arrive pas. Il va